Voilà. Ça va nous amener dans un lieu particulier, le palais de justice de Bruxelles, en tout cas le Justicia, sur ce que Sophie appelle une île. Donc on va être là pendant 1 heure. Avant, je pense que ce serait bien de le faire dans ce sens-là. Michael Lambert, qui est présent, qui a publié un livre dans la collection IF aussi, qui s'appelle Mon corps d'avant, vient de passer 1 semaine en résidence ici, 2 semaines, et je crois que tu as écrit un certain nombre de textes, et que là, l'idée c'est peut-être de nous lire quelques minutes ceux que tu as fait pendant ces jours ici. Donc t'es le bienvenu. Avec plaisir. Merci. Merci Sophie. Merci Antoine. Sur ton téléphone, c'est ça? Malheureusement, j'ai essayé d'imprimer tout cela. Je pense que j'avais besoin de mettre à distance ce que j'ai fait. Vous allez entendre avec le sujet. J'ai écrit à l'ordinateur, ça ne m'arrive pas souvent. Voici quelques extraits de ce que j'ai écrit cette semaine. Cancer des poumons. Maman refuse qu'on prononce ce nom, d'accepter la fatalité. Elle n'a même pas 65 ans. Encore la volonté de vivre, de voir grandir ses petits-enfants, se sent jeune, capable de guérir, de contrôler son corps, de méditer, confier à son esprit la solution. Pensée magique contre diagnostic. Ce qu'elle ne nomme pas n'existe pas. Ces petites taches à l'écran sont une erreur. Avec quelques respirations de la bonne humeur, elles disparaîtront. Maman se fâche avec sa doctoresse, n'a pas confiance, refuse le stress, exige la médecine de l'humanité, s'inflige à elle-même examen de conscience, critique scientifique, s'impose de trouver des solutions, médecine alternative, tergiverse, accepter ou non la chimiothérapie, attaquer son corps ou entrer en négociation, puis relève le défi, avec sa collaboration endurer l'épreuve, l'adoucir de tisane, de posture de yoga, de myopathie, à la prochaine radioscopie, faire taire les sceptiques, et constater sa rémission, victoire de ses visions, optimisme thérapeutique. 4 années filent, montagne russe, lente montée, pleine d'espoir, soudainement suivie de rapides dégringolades. Le temps passe trop vite quand son âme s'use. Chaque jour, maman se rapproche de la mort. Moi, en fils maladroit, je m'éloigne d'elle. J'aimerais l'apaiser, alléger ses pas, la porter dans mes bras, mais jamais le fils ne donnera la vie à la mère. Alors, je me tais. Je la regarde au loin et je tente de me souvenir de ses traits, de l'éclat de ses yeux, de son sourire quand je venais au monde, et qu'elle avait peur de me voir partir. Je me tiens là, à distance de cordon coupé, inutile et à jamais lié. Et ce que le dernier que je voulais vous lire, c'est celui-ci. Maman n'a plus que quelques jours à vivre. L'humanité appelle quelques années de plus. Je suis déjà orphelin de mes amours, de mes rêves. Je n'ai plus de rendez-vous à donner à personne. Presque plus assez d'espoir pour mes enfants, aucune force à opposer aux fins inexorables. J'ai l'âge des deuils. Alors je continue titubant sur la terre comme un cercueil à chercher que dire pour accompagner maman. Voilà, je vais arrêter ça. Ton séjour ici. Et surtout la suite, ce que j'ai pu raconter, ce que j'ai dit à maman. Tout ce que j'ai dit, il y a un seul qui a déjà été écrit avant. N'oublie pas que c'est une maison d'édition, hein. Si tu veux envoyer ton manuscrit à quelqu'un, n'hésite pas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Voilà Sophie, à nous. Très heureux de te voir, d'avoir la chance de présenter ton livre ici. Je me souviens que quand j'ai reçu ton manuscrit, tu ne l'avais pas encore terminé. Tu m'as envoyé une trentaine de pages. Et déjà, je me suis dit, c'est sûr que je le publierai. Donc c'est un texte où je pense que certains d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler. Sophie a passé plus d'1 an de sa vie à suivre le procès des attentats de Bruxelles, donc qui ont eu lieu en 2016. Et qui ont commencé, le procès a commencé à l'automne 2022. Et pendant 1 an, Sophie s'est rendue au Justicia pour recueillir des témoignages, écrire ensuite ce qu'elle a recueilli et nous livrer ce projet. Et quand j'ai reçu ces 30 premières pages, je me suis dit, c'est clairement pas ce que je publie habituellement dans la collection IF, qui est plutôt une collection où ce sont des textes d'imagination.
Ici, c'est de la littérature du réel, en plein. C'est pas du journalisme, c'est de la littérature, on en parlera. Et très vite, je me suis dit, il me semble que c'est de la plus haute importance aujourd'hui que des auteurs et autrices abordent le réel de cette façon-là, c'est-à-dire frontale, en descendant sur les lieux où les décisions se prennent, parce que la justice, c'est quelque chose de compliqué. Les médias nous en font parfois une description ou une image qui vaut ce qu'elle vaut, et Sophie, elle va descendre avec cet outil prodigieux qu'est l'écriture dans les recoins de la justice et éclairer des aspects que la plupart du temps les médias n'éclairent pas. Donc tout de suite, ça m'a immédiatement parlé. Je précise que j'allais une fois par semaine. Je ne vais pas passer toute ma vie. Ah bon? non, tous les jeudis. Ben, on va commencer par là. Bon, les attentats ont lieu en 2016. Je crois qu'on ne peut pas ne pas dire que ta fille, Léonore, se trouve dans le métro de Malbec et donc elle est victime de cet attentat. Ça commence par là, ton envie d'écrire. Mon envie d'écrire, je pense que j'écrivais déjà des petites choses pour moi ou dans des livres plutôt à plusieurs. J'ai fait des choses comme ça, mais plus confidentielles. Et puis, je pense que, en fait, c'est quand Léonore a été blessée, c'est passé qu'on n'arrivait pas à se réjouir, même qu'elle était vivante. Enfin, si, on se réjouissait qu'elle était vivante, mais on n'arrivait pas à célébrer, à lever son verre et tout ça, parce qu'on savait que c'était dans des circonstances terribles, qu'il y avait des morts. Donc on avait une tristesse profonde. Et puis quand ça s'est un peu atténué, ou qu'on s'est dit maintenant, moi je voulais remercier tous les amis qui nous avaient entourés, qui l'avaient entouré, et au moment de lever justement le verre, j'ai dit je vous l'écrirai, et parce que je n'arrivais pas à parler, en fait j'arrivais pas à noter, j'étais trop émue. Et c'est pas eux que j'ai écrit, c'est à Léonore, et j'ai fait un tout petit texte qui raconte mon trajet avec elle depuis le moment où j'ai appris qu'elle était blessée jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Ouais. Voilà. Alors ce texte dont tu parles, il se trouve dans le livre, on a décidé de le placer à la fin. C'est un texte que pourtant, tu viens de le dire, tu as commencé à écrire en t'adressant à elle, parce que c'est un texte avec cette adresse, c'est à elle que tu parles, qui est ultra touchant. Et on va voir, si vous descendez dans la lecture de ce livre, que autant la première partie du livre, donc le corps principal du livre, qui est la restitution du procès, Sophie, tu te tiens à distance, dans une sorte de pudeur, où tu te livres très peu finalement sur la tristesse, tu en parles, mais quand même ce qu'une maman ressent face à cette épreuve-là, et autant dans ce passage, enfin dans cette partie-là qui s'appelle « Le printemps, c'était hier », là c'est extrêmement touchant. Est-ce qu'on est capable, est-ce que toi, je pense que tu ne vas pas le lire? Non. Si on veut lire un extrait, d'accord. Donc, est-ce que je suis capable de lire le début? Je me pose encore la question, je vais lire le début. On pensait le lire à la fin, mais je pense qu'en fait ça donne le ton et c'est intéressant, peut-être, non? Oui, tu fais ce que tu veux. D'accord. On a beaucoup répété, hein, donc. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, un mardi comme beaucoup d'autres, avec ses heures du quotidien, arrivée au musée, un café, échange joyeux entre collègues, l'ordinateur qui s'éclaire. Lisa me téléphone, elle est bouleversée. Il y a eu un attentat à Zaventem, puis à Malbec. Vers 9h30, j'ai un appel d'un numéro inconnu. J'entends la voix blanche d'une jeune fille. Elle est à Malbec, à côté de Léonore. Elle est vivante, mais blessée. J'arrive pas à lire ce passage, ça va être difficile. Elle a pu lui donner mon numéro de téléphone, elle va me parler. Tu me parles, mon Léo, et moi, je me vois glisser. Il faudrait que Mickaël me lance en aide, si tu peux. Non, mais je peux essayer, pour toi. Je suis vraiment confus, mais je n'arrive pas à lire ce passage. Tu me parles, mon Léo, et moi, je me vois glisser contre le mur qui me soutient.
Je tombe doucement. Je t'écoute, assis sur le froid du carrelage. Est-ce pour être au plus proche de toi qui est à terre, où sont les ondes du séisme qui me traversent et me fracturent de part en part? Tu me dis que ça va, mais que tu n'as plus de main. La jeune fille va rester à tes côtés. Je vais arriver. J'appelle mon amour. Ma collègue Sophie me reconduit à Bruxelles. J'ai le temps de téléphoner à Lisa et à ton père avant les coupures de réseau. Je tente de les rassurer. Mais la peur, cette masse informe tapie au fond de moi depuis que je suis mère, est dans cet impensable comme une pâte qui ne demande qu'à lever. Elle enfle, gonfle, se répand, envahit mon corps tout entier et le secoue. C'est une vague sans fin qui tente d'écraser ma frêle esquisse. Et si elle tangue, la barque ne doit pas lâcher. Je mets le cap vers toi, Léo, mon petit. À la maison, je retrouve l'homme aimé et Vincent, le compagnon de ta vie. Nous partageons la peur, nos bras et nos larmes. Aux urgences, le docteur D accueille notre angoisse. Il prend le temps de nous commenter le protocole avec beaucoup de délicatesse. Nous rencontrons Emmanuelle, jeune étudiante en médecine. C'est elle qui, sur le quai, t'a relevé, t'a guidé vers la sortie, a mis son bras sous le tien pour franchir chaque marche, est restée à tes côtés pour attendre les secours, les a priés de faire doucement avec ta main, est montée dans l'ambulance en rouge vers l'hôpital. Elle nous raconte ton courage, nous saluons le sien. Alors pour vous rassurer, elle a encore sa main. Parce que, voilà, on a remis les doigts comme on pouvait, parce que c'est un peu complexe, imaginer. Oui, absolument. Voilà. On a commencé par là, donc. Mais c'est important parce que ça veut dire aussi que le geste premier, le cœur parle et il écrit ce premier texte. J'avais le sentiment comme éditeur ici que c'était impossible d'en faire l'économie, que c'était trop important que vous qui peut-être lirez le texte, vous ayez une vue complète de ce que Sophie fait, mais aussi de la manière dont tu as travaillé en étant à la fois très objective dans la première partie et là en laissant parler ton cœur, et je trouve que c'est magnifique. Alors, avant ce texte-ci, tu en as publié un autre avec une maman de terroriste. Oui, est-ce que tu peux juste nous parler de cet épisode-là, de cette entrée en écriture à ce moment-là? Donc j'ai rencontré, suite aux attentats, une association qui s'appelle Retissons du lien et qui rassemblait des victimes, des proches de victimes, des travailleurs de terrain et des parents concernés par le radicalisme violent. Et l'idée, c'était qu'on cherche ceux qui nous rassemblent, en fait. Et on s'est vus comme ça pendant un an, plus, assez régulièrement. Et c'était pas un groupe de parole, c'était vraiment un groupe de réflexion, d'action. Et là, j'ai rencontré Fatima, la maman d'un jeune parti en Syrie. Et comme elle était grand-mère de 10 enfants en Syrie, que moi j'étais déjà grand-mère ici, je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose à deux voix, en fait, qu'on puisse témoigner pour les plus jeunes et puis se dire qu'est-ce qu'on peut transmettre, nous, à partir de ce qui nous est arrivé, pour aller au-delà de l'horreur, en fait. Et donc j'ai écrit ce livre avec elle, et c'est ça qui m'a emmenée vers ici. vers ici. Après c'est fini, ouais. On finit cet épisode derrière. Tu veux dire quand ce texte-ci étant terminé, oui, tu vas te relancer sur le... Oui, oui. Je te poserai la question tout à l'heure, mais je crois savoir que tu ne quitteras quand même pas la littérature réelle. Ouais. Voilà, mais donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu rencontres cette maman-là, le livre va être quand même relativement médiatisé. Vous allez faire pas mal de débats, de rencontres. On continue encore. Dans les écoles, on fait des animations. Ce qui est vraiment heureux, parce que cette association, c'est quand même assez incongru. Moi, j'en avais pas encore entendu parler, cette possibilité d'un dialogue avec des personnes qui, a priori, ne se parleraient pas. Une maman victime et une maman de terroriste. Et ces débats vont susciter, de par leur teneur, un certain nombre de questions. Vous allez aborder la thématique de la haine et la thématique du pardon. Et je crois que toi, tu dis
régulièrement dans ces débats que tu n'as pas de haine, tu ne ressens pas de haine pour les gens qui ont commis ces attentats, et c'est interprété comme, alors si elle ne ressent pas de haine, c'est qu'elle leur pardonne. Et je crois que ta réflexion autour de la haine et du pardon t'amène finalement à ce procès. Voilà. Est-ce que c'est ça un peu? Oui, tout à fait. Ah, donc tu n'as plus rien à rajouter. Non, c'est vraiment ça en fait. C'est que quand on me disait que tu n'as pas de haine, c'est que tu pardonnes, je disais ben non, je ne pardonne pas. Et parce que pardonner, ça veut dire aussi donner au-delà de tout, et puis je n'avais rien à leur donner, moi. Mais il y avait quand même un espace où je me sentais en paix, où je pouvais avoir de l'empathie, de la compréhension. Tu te posais ces questions-là. En me disant, cet espace n'est pas nommé. Entre la haine et le pardon. Oui, Ouais. oui. On ne le nomme pas. Et pour moi, il y a comme un impensé de la langue. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout à l'heure, je citais Manon qui disait il y a la maltraitance aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans le procès. Si on ne le nomme pas, c'est parce que chacun, je pense, le vit aussi différemment, et que c'est quelque chose qui est pour certains chemin, pour d'autres il reste coincé. Enfin, c'est très complexe. Mais ce qui est étonnant quand même je trouve, dans ta démarche, c'est que tu commences aussi le livre en disant, je ne sais plus exactement quels sont tes mots, mais que tu te mets à la place d'une maman de terroriste, et tu te dis, ça doit être difficile pour elle. Et ta réflexion vient de là aussi. Donc, il y a une réflexion effectivement sur la haine, sur le pardon, sur cette espèce d'espace impensé et pas nommé qui se trouverait au milieu. Mais il me semble que c'est aussi dans ta démarche une littérature de l'empathie, parce que constamment dans le texte, tu parles de tous les intervenants, enfin on va les détailler un peu, dans ce procès qui est un procès colossal, il faut le dire, quoi. Combien il y a d'intervenants, tu le sais plus ou moins, dans ce lieu de Justicia, combien de personnes ont défilé pendant cette année? C'est plus d'1 millier, je crois, c'est énorme. Oui, mais je devrais savoir, je ne sais pas. Ouais, je vais me renseigner. Mais c'est donc aussi, je trouve, une littérature du courage et de l'empathie, parce que se rendre dans ce lieu clos, c'est compliqué, j'imagine, dans ta situation aussi, et de l'empathie parce que c'est pas tous les jours qu'on se réveille et qu'on se dit tiens, moi je veux aussi écouter le témoignage d'un terroriste, le témoignage d'une maman, comment ça se met en place. Ça pour toi c'était naturel de le faire, d'essayer de recueillir les mots et l'humanité de chacun? De recueillir les mots, je ne sais pas si non, je ne sais pas. Enfin, je suis curieuse. Je suis une curieuse et j'aime bien écouter les conversations de la table à côté dans le café. Donc, je pense que ça m'aide aussi pour aller à la rencontre de la vie des gens. Et l'empathie, pour moi, en fait partie. Et ça, je pense que c'est parfois une qualité, c'est parfois un défaut, c'est la nature. Ok, ouais. Donc tu suis cette pente-là plutôt naturellement. Voilà. Peut-être parlons un peu de ce lieu. Tu le décris dans le livre, on va peut-être le faire d'ailleurs, mais ça c'est très marquant aussi. Le lieu, le Justicia, bonjour, bonsoir, est vraiment un lieu très particulier. C'est pas le palais de justice que vous connaissez peut-être à Bruxelles, ce bâtiment qui n'est pas tout à fait d'équerre. C'est un site qui est l'ex-bâtiment de l'OTAN. Voilà. C'est l'ancien bâtiment de l'OTAN, donc qui n'a rien de très chaleureux, on imagine, et qui est à, il fallait, je crois, 3 quarts d'heure de bus. Ça semble long, peut-être 3 quarts d'heure de bus. Et c'était un lieu, quand je disais c'est une île, c'est parce qu'il y avait de la verdure autour de ce bâtiment, mais tout était entouré de fils barbelés. Et j'avais vraiment l'impression de passer d'un rivage à un autre.
parce que de toute façon, il fallait vraiment montrer patte blanche pour entrer, plusieurs contrôles, et que tout s'organisait. Là, il n'y avait rien autour, il n'y avait pas de bistrot, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. C'était vraiment au milieu de... Presque de nulle part. Un monde dans le monde, mais, oui. mais très idéal. Tu parles beaucoup aussi de cette question d'une justice qui ne serait plus du tout la justice verticale, divine, détachée de tout contact avec la matière. Tu racontes très souvent et très bien comment assister à un procès d'assises, c'est être soumis à nos besoins naturels, comme aller aux toilettes, avoir envie de boire, de manger. Et tu racontes aussi cette lenteur de la justice. Comment à la fois on a envie que ça aille vite, que le verdict soit rendu, et comment en même temps, à cause de ces contingences, de la matérialité des corps, à cause de plein de choses, ça prend un temps fou. Est-ce que ça, je me suis souvent demandé en te lisant, et il y a d'ailleurs des gens qui me disent que ça a été très dur et qu'ils ont souffert de cette lenteur de la justice. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a atteint ou tu as accepté le processus? Non, j'ai accepté le processus. Je pense que la lenteur aussi dont les gens se plaignent, c'est le moment entre les attentats et le moment où il y a le jugement. Et au début, on se dit c'est trop long et tout. Et puis, plusieurs personnes ont dit que ce temps qui était long leur a permis, pas tout le monde, mais leur a permis de faire un travail aussi de réconciliation, de réflexion, et que si c'était tout de suite, c'est encore plus difficile. Pour arriver dans un bon état d'esprit, pour ne pas bon être état, trop je ne sais pas si c'est ouais. un bon état d'esprit, mais en tous les cas, oui, je pense que ce temps, finalement, Simon Gronowski, tu peux peut-être lire le passage, le dit, lui c'est par rapport au pardon, mais comment 70 ans après, comme le temps est important Donc Simon Gronowski, peut-être tu peux nous dire un petit mot? Oui, donc... comme ça, ça me permet de retrouver l'extrait. Oui. Le deuxième. Simon Gronowski, donc c'est un monsieur qui maintenant, je pense, a 95 ans et qui est un rescapé de la Shoah. C'était un enfant caché. Il partait, il a été arrêté avec sa maman et sa sœur, et puis il a été enfermé à la caserne à Dossa, je pense. Oui, c'est ça, Dossa. Et puis ils ont été mis dans un train qui partait vers Auschwitz. Et des résistants, c'est le 4e convoi, je crois que c'est les résistants du 4e convoi, ont arrêté ce train. Et ça a permis une bousculade et la maman, il y en a qui ont sauté, et la maman a poussé son enfant. Et le train repartait avec la maman et la sœur. Et lui s'est retrouvé seul. Et 70 ans après, il a retrouvé un des nazis qui l'a conduit dans le train. Ouais. Il a retrouvé un des bourreaux, des soldats nazis. Ouais. Parce qu'il a parlé en même temps, on n'a pas rien dit, moi. Je vais lire l'extrait et tu pourras l'entendre. Mais effectivement, c'est sur cette question du temps. Il y a d'ailleurs je pense que c'est un des jurés qui parle aussi de ce rapport au temps et qui dit que une justice qui serait trop rapide ne serait pas idéale et trop lente non plus, et qu'il y a une sorte de médiété à trouver, une formule médiane à nouveau. Qu'on n'a pas encore trouvé chez nous. Qu'on n'a pas encore trouvé du tout, je pense pas. Mais ça pose aussi la question de la nuance. Oui, peut-être c'est une question de moyens aussi. Donc je vais lire le passage. Donc, Simon Gronowski est un rescapé de la Shoah. Je l'ai rencontré pour qu'il me parle de son rapport au pardon. Simon a 11 ans lorsqu'il est arrêté et enfermé à la caserne d'Ossin avec sa mère et sa sœur, avec pour seule raison qu'ils sont juifs.
Un matin d'avril 43, les SS entassent hommes, femmes et enfants dans un train à destination d'Auschwitz. Le wagon à bestiaux roule, il fait étouffant. Après quelques kilomètres, la locomotive est arrêtée par des résistants belges. Des portes s'ouvrent, des cris fusent, des hommes sautent. Dans le tumulte, la mère de Simon aide son enfant à sauter hors du wagon, vers l'air libre, vers une possible liberté. Le train continue sa course, plus personne ne saute. La mère et la sœur ne reviendront pas, le mari, le père, en meurt de chagrin. Simon restera caché jusqu'à la fin de la guerre. Lorsqu'au printemps 2022, Simon Bronowski est devant moi, je suis séduite par la joyeuse beauté de cet homme de 92 ans. Ses yeux pétillent, il donne l'impression de se tenir immuablement au seuil de l'enfance. Certains disent que les enfants cachés gardent les traits de l'âge où leur visage est resté à l'ombre du monde. Aujourd'hui, alors qu'il est familier de la tristesse comme de la joie, Simon semble tirer de la lumière des moments les plus obscurs. Je lui demande de me parler de son rapport au pardon. Son regard se voile, sa voix devient grave. Qu'est-ce que c'est pour moi le pardon? C'est une bonne question, Sophie. D'abord, je dirais que le pardon ne s'accorde que si le coupable le demande et regrette son crime. Ça m'est arrivé, j'en suis un exemple vivant. Mon geôlier nazi de la caserne d'Aussin est venu me demander pardon. Ce n'est pas moi qui lui ai téléphoné pour dire « Monsieur, j'aimerais bien vous voir pour vous pardonner ». Il a fallu que la démarche vienne de lui. Le pardon se demande, c'est la première condition. Tu comprends. Donc, en fait, le livre se construit, c'est pour ça qu'on est peut-être, en tout cas moi, pas très linéaire en parlant, mais la manière dont le temps de la justice fonctionne, la manière dont il faut aussi, tu recueilles ces témoignages, ça construit une sorte de rhizome où on va avoir toutes sortes d'intervenants dans ton livre. Ce qui, moi, me touche beaucoup, c'est que tu ne crées aucune hiérarchie. Il y a évidemment les avocats qui sont là, et il y a aussi des policiers qui sont postés, et il y en a un qui c'est extraordinaire. Hein. Tu peux peut-être raconter ce policier triste. Oui, il y a un policier qui a été un des premiers à intervenir à Zaventem. Et quand on leur a dit il y a une explosion à Zaventem, ils ne savaient pas du tout. Ils pensaient que c'était peut-être un avion. Enfin, ils n'ont pas pensé à un attentat. Et puis ils sont arrivés devant un désastre terrible. À Zaventem, ça a été aussi terrible. Et ils n'ont pas du tout été accompagnés après. Le lendemain, boulot. Et ils me disaient un homme ne pleure pas. Nous, en plus, dans la police, c'est encore vaste, je pense. Et donc, il a gardé tout ça pour lui, et il se fait qu'il a été affecté au justiciat pour être parmi les gardes de la salle d'audience. Donc, il entendait tous les témoignages, il voyait les vidéos, enfin tout ça. Et puis moi, c'est un des avocats de la défense qui m'a dit c'est intéressant que tu lui parles parce que c'est vraiment très dur pour lui. Et je lui ai dit mais pourquoi vous ne témoignez pas puisque tout le monde pouvait demander. Et il m'a dit je ne peux pas témoigner parce que si je parle, toute l'eau qui est contenue depuis 7 ans va se déverser. Et j'ai trouvé ça terrible. Voilà, un policier. Et donc, ça montre aussi comment on fait peu de cas de la douleur des gens. Ouais. Franchement, que ce soit même les victimes, ils ont été quand même très très fort abandonnés par l'État, que ce soit les jurés qui étaient là pendant 1 an. Qui ont un rôle d'une difficulté colossale. Être juré d'assises, c'est quand même... Peut-être ça, tu peux aussi nous en parler un petit peu, parce que je ne sais même pas si tout le monde sait vraiment en quoi ça consiste. Ils sont tirés au sort. Ils sont tirés au sort, donc il y avait, je ne sais plus combien, ils étaient ça dépassait les 1000, je pense, des personnes au départ qui ont été tirées au sort, puis il y en a qui ont des excuses, qui disent moi je ne pourrais pas, ou qui connaissent quelqu'un, donc il y a beaucoup de motifs d'exclusion, et puis ils en gardaient, j'ai oublié combien ils étaient. Une centaine. 33, 33, quelque chose comme ça. Qui ont vraiment une lourde responsabilité. Oui. Donc il y a les jurés, et puis alors il y a
suppléants. Ce sont des maires qui, parfois il y en a un qui descend parce que, voilà. Et ils doivent être là tous les jours, ils ne peuvent en parler à personne. C'est ça qui est très dur aussi, c'est qu'ils peuvent en parler à personne, ils doivent garder tout ça et ils rentrent chez eux avec ça. Ce qui est terrible. Ils sont coupés de leur travail, ils n'ont pas grand-chose comme indemnité. Et moi j'en parle, on a un ami qui est déjuré d'assises, David. Oui. Pour un autre procès, et ça a été terrible pour lui comme expérience. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est que effectivement, c'est très difficile d'être dans cette position-là, mais il dit aussi que c'est un formidable exercice de démocratie. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais on est dans un monde où les gens, grosso modo, ne croient plus dans la démocratie représentative. Et ça les amène à voter pour des extrêmes en disant que comme ça, au moins, ils seront entendus, etc. Et lui, il dit, c'est clair que c'est difficile. Il y a aussi cette fatigue immense de suivre un procès aussi long avec ce truc d'être sur une île et de ne pouvoir en parler à personne. Donc il y a cette fatigue encaissée, mais il dit, par contre, j'aimerais que notre société fonctionne de façon plus, c'est pas coopérative, mais je sais plus le mot qu'il utilise, mais que ça pourrait même être un modèle qu'on utilise en politique. Une expérience citoyenne, oui, c'est ça. Et ça m'a fait penser à un texte de David Van Reybrouck qui a préfacé ton premier livre. Van Reybrouck a écrit un livre qui s'appelait « Contre les élections ». Et il nous dit justement, on ne croit plus dans cette démocratie-là. Les citoyens pourraient peut-être reprendre les choses en main en s'associant autrement et en réfléchissant ensemble à d'autres manières de faire la politique, parce qu'il ne suffit pas de voter. Et je trouve que son témoignage est très parlant dans ce sens-là. Oui, et pour les jurés, ce qui est très dur aussi, c'est que à partir du moment où ils ont commencé, je pense qu'ils veulent aller jusqu'à la fin. Ils veulent remplir ce devoir et donc ils ne peuvent pas être malades, parce que s'ils sont malades, on les remplace directement. Ils ne peuvent pas poser des questions trop orientées parce que sinon ils sont exclus. Donc ils doivent être tout le temps vigilants en fait. On leur demande une vigilance de tous les instants. Ils doivent tout le temps magasiner parce qu'après ils vont juger. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très difficile. Et après, de nouveau, ils sont pas accompagnés, quoi. Ils peuvent avoir 9 séances de psy. Okay. On estime que c'est le salaire qu'ils méritent. Okay. Pas énorme. Après un an. Ouais. Ce qui est très beau dans le livre, d'ailleurs au départ il s'appelait Ni haine ni pardon, le titre de travail, oui, de celui-là. Et finalement ça s'appelle 4 saisons plus 1. Et ce qui est beau aussi, je trouve, c'est que en marge de ce qui se passe sur cette île, peut-être aussi pour nous permettre de respirer un peu, tu racontes ton dehors. Tu vas parler d'un homme qui revient, que tu observes souvent, qui est un SDF, et qui capte ton attention et qui permet de faire un peu un pont entre le dehors et le dedans. Et ce qui est très beau, c'est aussi comment tu racontes ce temps qui passe à travers les saisons, comment cette île va tantôt être couverte de neige, tantôt voir les arbres accoucher de leurs premières fleurs, tout ça. Et c'est très touchant parce que là, on se rend compte sur un autre mode de ce que c'est un procès de cette ampleur et combien c'est long. Est-ce que c'était un choix de nous mettre parfois en dehors de l'île pour qu'on respire, ou toi c'était ton besoin premier? Non, c'était pas un besoin premier, c'est un choix, parce que pour moi, c'était ce qui se passait à l'intérieur du procès était indissociable de ce qui se passait dehors, en fait. Et que ce qu'on voit dans un procès est une image du monde. Donc ça me semblait important de faire ce va-et-vient entre ce que je voyais dehors et ce que j'entendais dedans. Et entre le singulier et l'universel. Donc ce que moi je vois, mais qui en fait partie
de ce qu'on nous on voit tout le temps. Je veux dire, ce Et sans qu'on ne voit abri plus. qu'on ne voit plus, mais comme j'ai dit, je suis fort curieuse. Oui, mais non, mais c'est aussi l'intérêt d'une démarche comme la tienne, c'est de tenir au... Il y a beaucoup de gens qui écrivent en se disant, moi je tourne le dos au réel, j'ai pas envie d'en entendre parler, je vais inventer un monde différent sur les ruines de celui-ci ou sur les difficultés de celui-ci. Toi, il y a un truc qui m'a fait presque penser parfois à Emmanuel Carrère. C'est pas du journalisme littéraire, c'est vraiment une démarche d'écriture, mais c'est témoigner jusqu'au bout de ce que c'est d'être vivant aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Est-ce que je peux lire un petit passage, Sophie, d'un texte différent? Oui, Voilà. Parce que moi aussi j'ai un téléphone nickel. J'ai fait une photo d'un texte qui m'a, si je l'ai bien pris, oh là là, ça c'est ici, peut-être. Ouais, ça va, je crois que je l'ai. C'est un texte d'un philosophe français qui s'appelle Didier Huberman, dont tu parles d'ailleurs dans ton livre, ce qui est intéressant. dans le deuxième, je crois. Dans le deuxième. Le petit à la fin. Oui, c'est ça. Et Didier Huberman a écrit un livre sur un linguiste juif qui s'appelle Victor Klemperer et qui a écrit qui a tenu un journal de bord pendant plus de 10 ans pour témoigner de ce que le Troisième Reich faisait non seulement aux Juifs, mais aussi à la langue allemande, et comment l'idéologie nazie impactait la langue, et donc, partant de là, les pensées de chacun. Et quand je relisais ce petit début de texte, où Victor Klemperer va parler de son travail, je me suis dit, ça me semble très proche, et je te demandais de réagir après. Donc là, c'est lui qui note ça dans son journal, et il va faire référence au mythe du XXe siècle. C'est justement un bouquin de Rosenberg, un idéologue nazi. Et Victor Klemperer, ça va lui poser problème parce qu'il a annoté ce livre de façon cinglante et très critique. On m'a forcé de m'asseoir sur une chaise dans l'entrée. Je devais tout voir et tout entendre, et je n'arrêtais pas de trembler pour mon journal. J'ai dû aider à décrocher les lourds tableaux. Jusque-là, il ne m'était rien arrivé de grave. Je croyais être hors de danger. Lorsque le mythe du XXe siècle et mes notes à côté ont entraîné la catastrophe. La dernière fois, un fonctionnaire de rang apparemment un peu plus élevé n'avait pratiquement pas réagi devant ce livre et mes annotations. Cette fois-ci, on en a fait un terrible crime. On m'a tapé sur le crâne avec le livre, on m'a giflé, on m'a enfoncé sur la tête un ridicule chapeau de paille. Cette fois-ci encore, les gifles et les coups de pied étaient supportables, mais mon pauvre cœur et l'angoisse devant ce qui peut encore arriver. Puis, on nous a sommés, sous les pires menaces, de rendre ce livre et de ne plus nous aviser de fréquenter la bibliothèque. Aujourd'hui, toute la journée, je me suis senti très abattu. Le danger de mort de plus en plus pressant, l'étranglement qui s'accroît, la cruelle insécurité pesait lourdement. Maintenant, en début de soirée, je me suis un peu apaisé. Il faut que cela continue ainsi. Je vais bien trouver quelques lectures enrichissantes. Le journal, mon journal, je vais le poursuivre coûte que coûte. Je veux porter témoignage jusqu'au bout. Voilà, et je trouve que quand on parlait tout à l'heure d'une littérature du courage, à une époque où on nous dit les écrivains ne peuvent plus rien, on est dans un monde qui est complètement désabusé, peut-être finalement, et c'est à ça que je voudrais te faire réagir, est-ce que notre seul courage possible, notre seule contribution, c'est pas justement de témoigner jusqu'au bout? Oui, certainement. Moi, ça ne m'a pas demandé. Ma vie n'était pas en danger. Non, Donc, mais il y a peu de gens qui l'ont fait, ton travail. oui, mais oui, on n'avait pas cet intérêt-là. Enfin, je ne sais pas. Oh oui, tu veux dire tout contexte, mais c'est pas l'attentat de Bruxelles est un attentat important. Je suis quand même très étonné que même un livre comme le tien, je pense que la presse devrait s'en emparer beaucoup plus, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous,
Et c'est vrai que des auteurs ou des autrices qui ont eu, est-ce que c'est du courage en cela, mais qui ont eu envie simplement d'écrire là-dessus, on n'a pas eu beaucoup. Donc, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un intérêt, même pour le procès, je trouve, si la presse l'a relayé, mais il y avait le fait que ça a été loin aussi de Bruxelles, il n'y avait pas énormément de gens dans les citoyens qui sont venus à Paris, c'était vraiment au cœur de la ville, donc il y avait beaucoup de monde qui venait, et ils allaient manger ensemble à midi. Ils pouvaient décompresser avec un verre le soir. Ça a joué. Et moi, au départ, je trouvais ça vraiment inhumain, justement, que ce ne soit pas au cœur de la ville, que des gens ne puissent pas, pendant leur heure de table, venir ou venir pour un après-midi ou une matinée. Et puis après, je trouve que ce lieu clos a créé des moments de proximité, d'humanité, entre aussi bien les avocats de la défense que des parties civiles, que des policiers. Les policiers, je le dis, étaient, je vous assure, adorables, quoi. Adorables, ça me sert un peu en se disant, est-ce que c'est les mêmes qui tapent dans les manifs? Je ne sais pas, parce que là, ils avaient vraiment, où ils ont été drillés vraiment bien, mais je pense que c'est aussi le fait que quand on est ensemble autour d'une même préoccupation, on a un autre rapport. Les gens se disaient bonjour dans le couloir, comme quand on se croise dans un village. Et ça, je crois que c'est des moments quand même... très fort. Oui. Tu le décris bien, ça, cette évolution d'un lieu qui est froid, presque clinique, Oui, et qu'au fil des mois, cette île devient un village, vous connaissez, vous savez, il y a même à un moment donné, je ne sais plus qui c'est, qui commande des pizzas. Toujours cette importance du partage et de choses concrètes, quoi, dont l'humain ne peut pas se passer. Le temps passe, j'aimerais quand même vous laisser un moment pour quelques questions, mais j'ai encore peut-être deux, trois trucs à te demander, parce qu'on n'a pas parlé des... C'est quand même un lieu où vous allez entendre le témoignage aussi des terroristes eux-mêmes. Et il y a peut-être un passage, mais il faudrait qu'on le retrouve, que je trouve très intéressant et qui, dans mes notes alambiquées, oui, Sophia Ayari. Est-ce que tu te souviens de... Sofiane. Qu'est-ce que tu te souviens de l'endroit? Parce que j'ai travaillé sur un PDF, ceci explique pourquoi je n'ai pas les numéros de page, qui a un témoignage extrêmement touchant, je trouve. Et si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Mais tu te souviens, Bilal et Marie, ah voilà, c'est ça. C'est Sofiane Ayari qui le premier se lève et prend la parole pour s'adresser au jury. Il dit qu'il est très fatigué, que tout le monde est fatigué. Oui. C'est ça? Ouais. Tu veux accompagner? C'est Sofiane Ayari qui le premier se lève et prend la parole pour s'adresser au jury. Il dit qu'il est très fatigué, que tout le monde est très fatigué. Il parle beaucoup de la Syrie et de ce qu'il a vu lorsqu'il y était. Il dit « Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la Belgique ne reconnaît pas qu'elle faisait partie de la coalition. Je dirais à tout le monde ce que j'ai vu en Syrie. Je dirais à mes enfants ce que j'ai vu. Je dirais que vous avez bombardé des vieux, des femmes et des enfants. Je dirais aussi à mes enfants que la tristesse des gens qui ont témoigné m'a brisé le cœur. Ce sont eux qui m'ont donné l'envie de me remettre en question. Ceux qui ont perdu une épouse, un père, une mère, un enfant. Je ne suis pas obligée de comprendre votre religion pour les comprendre. Je peux imaginer leur douleur. On est tous le père ou le fils de quelqu'un. Je vous demande de ne pas ignorer ce que l'on a vécu, de ne pas ignorer ce qu'on a vu en Syrie. Ignorer ne veut pas dire excuser. Je ne vous demande pas de prendre ça en compte pour alléger ma peine, mais simplement que vous reconnaissiez ce que j'ai vu. Je demande qu'on n'occulte pas une vérité. Ce n'est pas en larguant des bombes qu'on réglera les conflits. Aujourd'hui, ma femme et mes enfants crèvent de faim dans un camp. J'ai du respect pour vous. Je n'ai pas une once de mépris.
Je vois devant moi des citoyens de couleurs, de religions, de régions différentes. Vous êtes la Belgique. Je suis conscient que c'est ça qu'on a touché le 22 mars. Ça aurait pu être moi, c'est vrai. Ça aurait pu être mon fils, c'est vrai. Oui, mais c'est, voilà, ça, par exemple, la parole d'un gars comme lui, on n'y a pas accès. Là, on l'a, et je trouve que c'est extrêmement important aussi parce qu'on se rend compte qu'entre ce que lui dit et ce que notre ami Simon disait aussi sur le pardon, il y a peut-être un dialogue qui est possible, qui est envisageable. Ce ne sont pas des paroles opposées en réalité, quoi. Et le temps passant, j'aurais envie de te demander, maintenant que ce procès est terminé, qu'il y a eu le verdict des peines, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, vous pourrez lire, ça se trouve aussi dans le livre, mais toi, si tu dois faire un bilan, dans quel état tu te sens maintenant que c'est terminé? Est-ce que tu as l'impression que la justice a bien fait son travail? Ou bien est-ce que ce qui compte, c'est moins ça que justement les liens que vous avez tissés avec toutes ces personnes, notamment le groupe Protisson du Lien? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Moi, je pense que c'est un peu un tout. Je trouve qu'il y a eu des moments, justement, où c'était très beau de voir comment la justice faisait son travail. Notamment la présidente était d'une humanité incroyable. Si un des accusés disait qu'il avait froid, elle demandait qu'on remette le chauffage. Elle s'adressait aussi aux parents il y a les parents des deux frères qui se sont fait sauter à Zaventem, qui sont venus. Je trouve que la manière dont elle leur parle, c'était très touchant. Donc, moi, je sors de là avec le cœur quand même plus gonflé de toute cette humanité. Ce qui est formidable. Oui. Je n'attendais pas non plus, je crois, quelque chose de ce procès, non. Mais vous restez en lien comme ça Certaines. Moi, oui, il y a notamment Yana, une victime dont je parle pas mal, que je revois de temps en temps. Oui, il y en a. Est-ce que vous auriez éventuellement quelques questions, On n'a évidemment pas du tout abordé, c'est un panorama général, mais voilà, si vous avez peut-être des questions sans avoir lu le livre, Sophie est là. Vous avez pris note pendant le procès ou vous avez plutôt rédigé le texte en souvenance? Non, j'ai pris note tout le temps. Et ça m'a aidé d'ailleurs, ce que je disais à Antoine, à avoir je ne sais pas si je dois dire une distance, parce que j'étais plongée dedans, mais en tous les cas, une distance avec mes émotions. Parce que j'avais un vrai travail à faire. Donc je notais, et puis évidemment je réécrivais. Et tu n'enregistrais pas? Non, les témoignages au début, j'ai enregistré, et puis j'ai trouvé que c'était très très fastidieux de réécouter, et qu'en fait, en prenant note, il y a autre chose qui se passe, parce qu'on enregistre, puis on est obligé, on est beaucoup plus obligé d'écouter, je trouve, quand on prend note. Si on enregistre, on peut... parce que je suis curieuse, mais je suis aussi très dissipée. Donc, le fait de noter m'obligeait à... Oui, quand on prend note, on sélectionne déjà. Oui, j'essayais de l'enregistrement, c'est tout, tout. Voilà. Et il n'y avait pas de plan, parce que quand tu m'as mis les 30 premières pages, c'était après une certaine période de procès, donc tu l'as écrit vraiment au fur et à mesure, oui. Et la toute dernière partie, tu attendais d'ailleurs le verdict pour écrire la dernière partie que tu m'as envoyée en fin septembre. Oui, oui, on a... Donc c'était assez... Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu prends ces notes, mais le texte s'écrit très vite. Après, on a bossé dessus, mais tu l'écris très vite. Dans une sorte d'urbain.
Non. Quand tu dis en soignant, C'est budget quand même. Non, pas septembre de cette année. Le septembre qui clôt le. Non, Non, ça n'a pas été très. quand même Enfin, pas. je vous rassure. Non, j'aurais dû préciser, mais non, c'est pas septembre. J'ai voté pas mal l'été 2023. Ouais. Si vous n'avez pas envie de poser d'autres questions, mais ça reste ouvert, vous savez qu'ensuite on va se retrouver pour boire un verre et pour manger. Sophie est là, son livre est là, c'est pas de la publicité, mais franchement lisez-le, ça vaut la peine. Elle peut vous le signer aussi si vous en avez envie. Je crois que c'est un texte qui est vraiment important et donc on va essayer de se battre pour que nos amis journalistes en Belgique en parlent. Voilà. Un grand merci à vous. Ah, il y a une question. C'est peut-être indiscret comme question, mais quel est le regard de Léo sur ce procès et sur le livre? Elle n'a pas, en fait, sur le procès, elle me demandait quand même très souvent, elle n'avait pas envie d'y aller, parce qu'elle a vraiment envie de mettre ça derrière et moins on en parle, plus c'est facile pour elle, sauf qu'elle, je pense, elle va le lire, elle m'a fort encouragée. Et là, elle est en tournage pour son métier encore 15 jours, elle n'a pas eu encore l'occasion de le lire. Mais le précédent, oui, elle est assez soutenante. Il était relancé sur un nouveau projet, je crois, non déjà? Oui, on en parlera. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon. Non, j'ai dit on en parlera. C'est un gros morceau. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et merci à vous pour votre écoute. Au travail, chers collègues, vous avez dédicacé